Alors, l'élément essentiel qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de fiscalité personnelle internationale et d'expatriation fiscale, c'est la notion de résidence fiscale. En effet, on paye un impôt, on déclare une situation au regard d'une spécificité, c'est la résidence fiscale. Je dis souvent à mes clients, peu importe votre nationalité, peu importe votre activité, on va surtout regarder si vous rentrez dans le critère de la résidence fiscale. Alors, il y a des mécaniques extrêmement importantes. Et alors là, on va être sur une partie extrêmement théorique, mais sûrement la plus importante parce que c'est sur ce sujet-là qu'aujourd'hui, l'administration fiscale vient contester la résidence fiscale d'Ubaïot pour indiquer à des personnes, vous êtes résident fiscaux français, même si vous êtes installé à Dubaï. Comment on détermine la résidence fiscale? On le fait d'abord au regard de la législation interne et c'est défini par l'article 4B du Code général des impôts. L'article 4B, il donne principalement trois critères. Le premier critère qu'on voit à peu près très souvent en droit interne, quels que soient les pays, c'est le foyer d'habitation ou le lieu de séjour principal en France. Alors, le foyer d'habitation, c'est le lieu où on habite normalement et où on a le centre des intérêts familiaux. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas la même appréciation selon que l'on fasse partir un célibataire ou une famille ou des retraités. C'est le premier critère interne. Et puis après, on a un deuxième critère, c'est une activité professionnelle, salariée ou non en France. Et puis le critère des intérêts économiques, le centre des intérêts économiques. Alors, c'est pour moi le critère principal. Et le critère qui va faire souvent servir pour l'analyse de la part de l'administration fiscale, ça a été pendant très longtemps un peu opaque. Et puis, on a eu une décision de la Cour administrative d'appel de Paris, ça fait maintenant 2 ans, qui a expliqué comment il fallait déterminer par une analyse d'abord des revenus, quels sont les revenus de source française, quels sont les revenus étrangers, et le patrimoine, quel est le patrimoine français et le patrimoine de source étrangère. Ce qui implique que lorsque nous, on conseille des personnes sur des départs de France, et pas uniquement sur Dubaï, on fait toujours l'analyse de leur déclaration d'impôt, on leur demande comment les revenus vont évoluer à l'avenir, et puis de leur patrimoine. Il y a une certaine nécessité de couper les liens avec la France. Alors, ce n'est pas toujours possible, et c'est souvent le sujet le plus important. Donc, une fois qu'on a vu les critères de la résidence fiscale au regard du droit interne, on va aller voir ce que dit la convention fiscale signée entre les Émirats arabes unis et la France en 1989. Elle est relativement classique avec une spécificité que je vous expliquerai et qui fait tout le charme du départ à Dubaï, c'est l'article 19.2. Alors, premier critère qu'on va regarder, c'est le foyer d'habitation permanent. On va donc regarder à Dubaï et en France, est-ce que vous disposez d'un foyer d'habitation permanent? Si on a un foyer d'habitation uniquement à Dubaï, on n'ira pas plus loin. Au regard de la convention, on considérera que vous êtes résident fiscal dubaïote. Si vous avez un foyer d'habitation dans les deux pays, on va aller sur le deuxième critère, qui est le séjour de façon habituelle. Alors, le séjour de façon habituelle, il faut bien comprendre que les journalistes ont l'habitude de simplifier et de dire c'est 6 mois en France, 180 jours. Alors, vous n'aurez aucun texte fiscal, aucune convention fiscale au monde ne parle d'un délai de 180 jours. C'est une pure tarte à la crème. Et je reprendrai une citation de Darmanin lorsqu'il était ministre du Budget et qu'il a fait une interview au Figaro en parlant des non-résidents et de sa volonté de vérifier de plus près si les non-résidents étaient vraiment des non-résidents ou de faux résidents français qui se cachaient pour éviter l'impôt.
il a expliqué que ces services considéraient qu'à partir de 4 mois de résidence fiscale en France, on pouvait considérer qu'on était résident en France. Alors, c'est un peu compliqué et même beaucoup plus subtil que ça en fiscalité parce qu'on a même de la jurisprudence. On a une jurisprudence sur Madagascar qui a considéré qu'une personne était résidente fiscale française au regard de son patrimoine et de ses revenus alors qu'elle n'avait pas mis les pieds en France depuis de nombreuses années. Donc, on a le séjour de façon habituelle. C'est quelque chose que nous, on surveille, mais ce n'est pas, et loin de là, l'élément essentiel. Après, on parle de la nationalité et d'un commun accord entre les pays pour voir ce qu'on va regarder comme nationalité. Il faut bien avoir conscience que la nationalité ne rentre jamais en cause dans l'analyse. Il faut donc, pour moi, le principal élément, c'est le premier critère, foyer d'habitation, et puis, parce qu'on parle des liens personnels et économiques, le centre des intérêts économiques. Alors, la spécificité de Dubaï, c'est ce qui est indiqué en rouge, l'article 19.2. Normalement, une fois qu'on a fait cette analyse de la convention fiscale, c'est plutôt clair, on est protégé et il faut surveiller, c'est le cas de l'avocat fiscaliste souvent français, pour voir si on respecte bien toutes les conditions et toujours toutes les conditions. Sauf qu'on a un article 19.2 qui a été volontairement mis par la France et qui est relativement exceptionnel dans les conventions signées par la France, qui explique que si la personne qui réside à Dubaï venait à respecter ou à remplir les conditions de critères de résidence fiscale au sens de la loi française, elle se trouverait imposable en France. Alors pourquoi cette disposition? On va le voir tout à l'heure, Dubaï, c'est un paradis fiscal. Au regard de la fiscalité, on fait rarement mieux que Dubaï. Du coup, ce qu'ont souhaité éviter les autorités françaises au moment où ils ont signé cette convention, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui résident à Dubaï, mais qui ont le centre de leurs intérêts économiques en France, et donc qui vont se trouver à optimiser totalement leur fiscalité. Et alors, c'est d'ailleurs pour ça que Dubaï est aujourd'hui extrêmement intéressant, c'est qu'on voit de nombreux contrôles fiscaux sur des personnes qui partent à Dubaï sans prendre la moindre précaution. Alors, les plus connus sont les influenceurs qui continuent à avoir des revenus principalement de sources françaises, qui n'ont jamais demandé à un avocat fiscaliste de réfléchir quel est le montage à mettre en place. Et pour moi, il faut volontairement avoir une structure dubaïote pour être protégé. Et du coup, elles vivent à Dubaï et se font redresser plutôt sévèrement par le fisc. Alors, juste une petite analyse, comment se passe un contrôle de résidence fiscale. Bien évidemment, lorsque vous changez de résidence fiscale en 2021, l'administration, elle ne vient pas vous voir en 2021. Elle va venir vous voir en 2023, 2024. Donc, les incidences vont être un peu considérables. Et elle va venir vous voir parce qu'elle a des indices qui l'intéressent. Alors, il y a un élément très révélateur sur Dubaï, et moi, je l'ai vu récemment dans une procédure. C'est, comme vous le savez, les autorités fiscales françaises ont été autorisées par la loi, et ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel, à analyser les réseaux sociaux ouverts pour aller chercher des informations. Alors, moi, j'ai une procédure, par exemple, où on nous a ressorti les dates d'un mariage, on nous a ressorti beaucoup de choses en nous expliquant, mais tout ce qui se passe pour votre client se passe en France. Alors, effectivement, le client, moi, je l'ai eu au moment du contrôle et je ne l'ai pas eu sur l'assistance départ de France. C'est juste pour vous dire que la notion entre la résidence fiscale et la résidence fiscale française et dubaïote est très ténue. Donc, il faut vraiment faire une analyse préalable, sauf à partir à Dubaï sans argent et sans patrimoine. Ce qui est plutôt rare et sans continuer à percevoir des revenus de sources françaises. Voilà pour cette introduction un peu longue
sur la notion de résidence fiscale, mais c'est ce qui implique et permet de comprendre beaucoup mieux la situation. Alors, c'est quoi Dubaï? Dubaï, pour les particuliers, c'est pas d'impôt sur le revenu, ni de retenue à la source. Il n'y a pas, d'ailleurs, c'est un des sujets, il n'y a pas de concept de résidence fiscale individuelle, comme on peut l'avoir en France. Il y a juste des certificats de résidence pour les personnes qui passent plus de 183 jours. Alors, vous voyez qu'en droit interne, certains pays parlent de durée de séjour. Les Émirats arabes unis sont une des rares exceptions, mais c'est plutôt logique dans leur raisonnement parce que on peut aller et venir quasiment comme on veut, et donc il faut bien fixer un point d'attache et des conditions. Alors, ce qui est très particulier dans ce délai de 183 jours, c'est contrairement à beaucoup de pays dans le monde, il ne se cale pas sur une année civile, mais sur une période de 12 mois. En France, on a vraiment une analyse sur l'année civile. Si on vient vous contester une résidence fiscale, on le fera au titre de l'année 2021-2022, pas sur une période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Donc, élément essentiel, effectivement, à Dubaï, pas de fiscalité pour les personnes physiques. Alors, lorsqu'on parle des personnes morales, on va arriver à la même conséquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiscalité non plus et d'impôt au regard des sociétés. Alors, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxation à Dubaï au niveau des dividendes, des plus-values, et alors c'est un peu particulier, des décrets, ce qu'ils appellent relatifs à l'impôt sur le revenu, sont sortis. Elles ne contiennent pas d'imposition et d'information sur les sociétés, et du coup, on voit qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés à Dubaï. Alors, ça implique quand même une vraie problématique. C'est que si on veut partir à Dubaï et avoir une activité professionnelle, il faut créer une réalité économique. Ça veut dire qu'il faut louer des bureaux, avoir des salariés, parce que si vous n'avez pas ça, la France vous dira à un moment, votre société est fictive. C'est exactement la même histoire que ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années avec le Luxembourg, où certaines personnes pensant optimiser leur fiscalité ont décidé de créer de holding au Luxembourg sans y aller et en mettant uniquement une boîte aux lettres dans une fiduciaire luxembourgeoise. Alors aujourd'hui, toute fiduciaire luxembourgeoise un peu sérieuse refuse ces montages parce que lorsqu'un résident fiscal français se fait attraper, et ils ont été nombreux et sont encore très nombreux, on vous explique que effectivement la société luxembourgeoise est fictive et donc on va vous taxer à l'impôt en France et là avec souvent 80% de pénalité. Donc lorsqu'on veut partir à Dubaï, devenir résident fiscal dubaïote, c'est souvent pour avoir une activité professionnelle. Nous on conseille impérativement d'avoir une société et une société où on va prouver qu'elle a une véritable activité, donc avec des locaux et des salariés. Spécificité aussi, c'est qu'on peut faire des pertes à Dubaï et le reporter indéfiniment, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'on a une durée limitée. Les éléments essentiels lorsqu'on part à Dubaï, on a une spécificité. Il faut savoir que lorsque vous allez poser le pied à Dubaï et que vous dites « je suis résident fiscal dubaïote », on va être amené à couper l'année en deux. Alors, on va prendre l'exemple, on va considérer que vous partez à Dubaï le 1er mai prochain. Lorsque vous allez faire votre déclaration de revenus 2022, vous allez donc avoir une déclaration 2042 classique, celle que vous souscrivez, que vous recevez par la poste ou sur impôts.gouv, qui va du 1er janvier au 1er mai, où là, vous allez faire quoi? Vous allez déclarer vos revenus de source française, vous allez déclarer si vous avez des réductions ou des déductions d'impôts, si vous avez des enfants, vous êtes marié, les rémunérations des conjoints,
éventuellement un compte bancaire à l'étranger parce que lorsqu'on part à Dubaï, généralement, on a été un peu de temps avant ouvrir un compte bancaire. Et lorsqu'on est résident fiscal français, on doit déclarer ses comptes bancaires. Et puis, c'est tout. Par contre, sur la deuxième partie de l'année, du 1er mai au 31 décembre, période où vous êtes résident fiscal dubaïote, vous aurez l'obligation de déclarer vos revenus de source française. Alors, petite anomalie de l'administration fiscale française, même si vous n'avez pas de revenus français, de source française, il faut souscrire une 2042 NR à zéro. Alors, NR, c'est comme non-résident. Cette déclaration, elle est à souscrire l'année de départ de France ou l'année où vous revenez en France. L'administration, si elle ne reçoit pas la 2042 NR, elle ne va pas considérer que vous devenez non-résident. Et élément important, lorsqu'on devient non-résident, on change de centre des impôts pour passer au centre des non-résidents. Donc, ne pensez pas qu'à partir du jour où vous partez de France, la France va vous oublier et vous n'aurez plus aucune obligation fiscale en France. La France ne vous oublie pas, et surtout quand vous partez à Dubaï, beaucoup plus qu'au Portugal ou dans d'autres pays où vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle des passeports dorés. C'est le terme utilisé par l'OCDE. On va regarder et l'administration fiscale va essayer de suivre et voir l'évolution de votre situation fiscale. Comment ça va se passer si vous conservez des revenus en France? On l'a vu, un élément, c'est quand même l'idée principale, c'est de conserver le moins de revenus de source française. Donc, plutôt travailler par l'intermédiaire d'une société dubaïote. Le principe d'un non-résident, c'est qu'il est appliqué, qu'il est imposé normalement au regard d'un taux de base de 20% dès le premier euro et au-dessus de 25 000 euros, un taux de 30%. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu rude, c'est pas ce que vous payez aujourd'hui en qualité de résident fiscaux français. Un non-résident sur des revenus de source française, il est surimposé. Parce qu'en plus, si vous êtes une famille avec 2 ou 3 enfants, vous bénéficiez du quotient familial. Un non-résident ne bénéficie jamais du quotient familial. C'est un taux proportionnel, quel que soit le nombre d'enfants. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on part et faire préalablement une analyse, parce que ça peut coûter plus cher que si on reste en conservant des revenus de source française. Le basique, les salaires, les retraites publiques, on a un mécanisme spécifique qui est le 182 bis du Code général des impôts avec des tranches d'imposition. Alors, moi, je ne dois pas avoir sur mes clients, mes clients qui conservent des rémunérations, des salaires de source française, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a une telle taxation qu'on va aller soit jouer par de la facturation d'une société dubaïote, soit jouer sur du dividende, mais le salaire, on l'oublie quand même parce qu'en plus, c'est un indice de résidence fiscale. Donc, on le limite souvent en raison d'obligations pour continuer à cotiser pour des retraites, pour bénéficier d'une sécurité sociale, mais c'est plutôt la mauvaise idée lorsqu'on part continuer à percevoir du salaire français. Concernant les revenus de capitaux mobiliers, alors, c'est important parce qu'on va partir du principe que vous détenez une société française, quelle que soit sa taille, et que vous allez continuer à percevoir des dividendes provenant de cette société. On a un taux de base dans la convention fiscale entre la France et Dubaï qui est de 15% sur les dividendes. C'est une retenue payée en France par la société au nom du résident fiscal dubaïote au trésor public et versée au trésor public. Ce taux de 15% extrêmement classique, il est quasiment dans toutes les conventions fiscales signées par la France. Alors après, on a des petites exceptions. On vient d'avoir une signature d'une convention fiscale il y a 3 ans avec Singapour où on est passé à 10%. Alors dès qu'on a une variation dans les taux, il faut savoir que vous avez des mouvements entre guillemets de population.
et notamment de sociétés. Il se trouve que les sociétés qui se trouvaient à Hong Kong, bizarrement, sont devenues des sociétés singapouriennes parce que le taux de 15% de bénéficiaires, de contribuables même qui se trouvaient à Dubaï, à Hong Kong est passé à 10, à Singapour, donc 5%, ça peut être intéressant. Donc, si vous avez des revenus, des dividendes de source française, vous serez imposé à 12,8 parce que le taux interne est inférieur du fait de la flat tax, mais le taux de base normalement est 15%. Donc, non, et puis, non plus aucune imposition à Dubaï derrière. Donc, ça limite quand même, ça a quand même un intérêt énorme, le fait de pouvoir faire des distributions à Dubaï. Après, ce qu'on vous indique, c'est qu'on a un certain nombre de conséquences d'un débarque de France. Le contribuable ne peut plus bénéficier de réduction d'impôt ou de déduction d'impôt. Et je voudrais revenir, on va dire, à un élément ici que je vais vous prendre. Mais alors, j'ai perdu ma page. Voilà, ça va être celle-ci. C'était c'était même la page d'avant. C'était concernant les revenus fonciers. Basiquement, on a des personnes qui, historiquement, conservent toujours des revenus fonciers en France. Le non-résident a une difficulté sur les revenus fonciers, c'est qu'il va être imposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un taux de 20% plus des contributions sociales, ça veut dire 37,2% d'impôts dès le premier euro. Donc, on peut se dire que ce n'est pas un bon plan de conserver des revenus fonciers de source française. Alors, oui et non. Il se trouve que si vous avez des revenus fonciers de manière importante, grosso modo plus d'une centaine de milliers d'euros, voire même plus, le fait de devenir non-résident sera plus intéressant pour vous. Pourquoi? Parce qu'en France, vous avez des tranches d'imposition de 41 et de 45%, avec en plus les contributions sociales. Or, un non-résident ne peut être imposé sur les revenus fonciers qu'à une tranche marginale à 30%. Donc, si vous avez des petits revenus fonciers, vous aurez un handicap et vous allez payer beaucoup plus cher. Et on le voit, nous, au fil des années, la problématique de devoir vendre ses biens parce que ça devient totalement insupportable. Et lorsqu'on a des revenus fonciers extrêmement importants, on a un allègement en devenant résident fiscal étranger, et notamment à Dubaï. Maintenant, toujours sous la limite de l'analyse qu'on peut avoir des revenus et du patrimoine de source française pour ne pas se mettre en risque au niveau de Dubaï. Dernier élément que je voulais vous préciser, c'est l'exit tax. Alors, l'exit tax, c'est quoi? C'est une taxe sur les plus-values latentes de titres de sociétés soumises à l'impôt société qui a été créé, qui a été réintroduit à l'époque de Sarkozy, mais qui existait avant, et le mécanisme avait été condamné devant la Cour de justice des communautés européennes parce qu'on considérait que c'était une entrave à la libre circulation. Le mécanisme a été recréé par Sarkozy. Alors, il faut savoir une chose, parce que souvent on me dit ce mécanisme est ridicule. Tous les pays du monde ont ce mécanisme-là. Et un des pays les plus durs au monde sur l'exit tax s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et pour avoir traité un certain nombre de clients américains, l'exit tax, c'est une vraie catastrophe, à tel point que si on veut l'éviter, ils doivent renoncer à leur nationalité américaine, ce que fait jamais un Américain par définition. Donc, nous, on a la chance, parce qu'on a une fiscalité un peu en millefeuille, d'avoir aujourd'hui 3 régimes d'exit tax. Un régime d'exit tax époque Sarkozy, une époque Hollande et puis maintenant une époque Macron. Alors, dans quel cas l'exit tax va s'appliquer? Dans le cas où vous détenez une société soumise à l'IS, ça veut dire, et c'est pour ça que je précise bien une société, et je ne parle pas d'une SARL ou d'une SAS, ça peut être aussi une société civile immobilière.
il y a deux conditions pour pouvoir rentrer dans ce mécanisme. Soit vous détenez plus de 50% d'une société au sein du cercle familial, soit la valeur des titres que vous détenez dans cette société est supérieure à 800 000 euros. Ça veut dire qu'on a de l'exit tax si, par exemple, vous détenez pour 2 millions d'euros ou 1 million d'euros de titres d'une société cotée ou d'une société familiale. Qu'est-ce qui va se passer? Dubaï est en dehors de l'Europe, donc il y a un mécanisme où on va, dans un délai de 3 mois avant le départ de France, notifier au centre des non-résidents un calcul d'exit tax. Ça veut dire qu'on va considérer la valeur de votre société, l'évaluer et calculer la plus-value latente. Grosso modo, aujourd'hui, la plus-value latente avec la flat tax, ça va être 30% de la plus-value. Et puis, on va proposer une garantie à l'État. Alors, la garantie à l'État, la seule qui soit vraiment efficace et qui ne vous coûte pas très cher, c'est un nantissement sur les titres de votre société ou d'une des sociétés. Et qui permettra après de pouvoir quitter la France. Extrêmement important parce que souvent, je vois des gens qui me disent je m'en vais dans 15 jours. Et quand je les interroge et qu'on rentre dans l'analyse, je me rends compte qu'ils ont des titres d'une société. Et je leur dis souvent, non, vous n'allez pas partir dans 15 jours. Parce qu'on va prendre le cas d'une personne qui a les titres d'une société qui ont une valeur d'1 million d'euros. On va considérer qu'à l'origine, il a créé cette société avec un apport ridicule. Donc, il aurait aujourd'hui 300 000 euros de valeur potentielle d'exit tax. Cette personne, si elle ne fait pas la déclaration d'exit tax 3 mois avant de partir, qu'elle part et que la France la rattrape, la France exigera le paiement immédiat des 300 000 euros. Donc, on ne joue pas avec ce caractère un peu administratif qu'est l'exit tax. Alors, on a un nouveau régime aujourd'hui, c'est celui de Macron, dont la durée de vie est de 2 ans ou de 5 ans. Alors, on a tout connu, hein. On a connu du 8 ans, 9 ans pour Sarkozy. Hollande est passé à 15 ans. Et puis, on a Macron avec 2 ans ou 5 ans. Alors, ce qui fait quelque chose de quand même super génial, c'est que vous vous retrouvez aujourd'hui avec des personnes qui, partant sous le régime Macron, vont bientôt sortir de l'exit tax, alors que j'ai des clients qui sont partis sous l'époque François Hollande et qui y seront encore dans quelques années. Et quand je dis quelques années, c'est souvent 8, 9 ou pas loin de 10 ans. Donc, faut faire attention à l'exit tax et savoir le gérer. Maintenant, honnêtement, il n'y a rien de plus simple que de contourner l'exit tax vis-à-vis de Dubaï et notamment lorsqu'on a vendu sa structure en France. Le cas extrêmement typique, c'est de détenir sa structure française par le biais d'une holding. Quand vous vendez votre structure française, c'est sur la holding qu'on va donner l'exit tax, sauf que on va vider la holding par une distribution de dividendes. Et au regard de cette distribution de dividendes, alors on va prendre par exemple le cas de votre société à 1 million, de valeur 1 million d'euros, mais qui a été portée à la holding, on va dire même pour 100 000 euros. Il se trouve qu'en distribuant le dividende de 1 million d'euros jusqu'à 100 000, donc à hauteur de 900 000 euros, on va vider la structure et l'exit tax automatiquement n'aura plus comme base 1 million d'euros, mais 100 000 euros. Alors, c'est un cas extrêmement typique qu'on utilise depuis des années sur les pays hors Union européenne et qui ont des exonérations de dividendes souvent pendant une dizaine d'années. Et c'est implacable, l'administration fiscale a beau venir contrôler, on est en pleine légalité sur ces mécanismes-là. Donc, bien comprendre que l'exit tax est quelque chose de purement administratif qu'il faut remplir, parce que sinon vous êtes en risque. Par contre, on sait le contourner et à la fin, c'est juste une disposition anti-abus qui a quand même très très peu d'effet en pratique. Voilà sur les éléments que je voulais vous présenter sur Dubaï. En synthèse,
Dubaï a un régime fiscal exceptionnel. Je ne l'ai pas précisé parce qu'aujourd'hui, on parle de fiscalité. Le régime bancaire est un peu plus compliqué. Donc, en pratique, mes clients ne conservent jamais la totalité de leur argent à Dubaï. L'argent est plutôt rapidement transféré vers le Luxembourg, mais jamais vers la France, pour que ça ne constitue pas un système, une raison de requalification de résidence fiscale. On ne part jamais dans un pays comme Dubaï sans avoir réfléchi à une analyse. Dans quelle situation je me trouve? Est-ce qu'au regard de la société que j'ai aujourd'hui ou que je veux constituer, je ne suis pas en risque? Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Et puis, ne pas oublier que plus vous êtes visible, et il se trouve que nous, on conseille vers Dubaï des personnes souvent un peu connues. L'administration va pas vous perdre de vue. Donc, si c'est pour faire de la restauration à Dubaï, vous inquiétez pas, l'administration ne pourra pas revenir, mais si vous avez un lien avec la France, il faut faire attention. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas obligatoirement dangereux, il y a juste un certain nombre de précautions à prendre. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller au moins en vacances à Dubaï.